Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus et je vous souhaite la bienvenue. Je me permets aussi de vous excuser, j'espère que vous vous excuserez pour ce léger retard, un point technique. Je remercie, en remerciant également donc, Camille Genet qui est venue animer cette conférence. Nous remercions aussi l'école de nous avoir permis d'organiser cette conférence ici même. Alors nous c'est le projet Médiasciences, donc c'est un projet porté par deux étudiants donc, en deuxième année de chimie physique à l'ENSCBP. Donc le projet il a pour but de favoriser le développement de relations plus étroites entre les élèves ingénieurs et le monde de la recherche, qu'il soit académique ou industriel. Pour cela, une des actions, c'est d'organiser un cycle de conférences, cette conférence en faisant partie. Donc cette conférence sera sur les thèmes des sciences cognitives, elle sera présentée par Camille Genet. Donc elle a obtenu une licence en mathématiques appliquées aux sciences sociales. Elle a également un master en sciences cognitives et elle est en troisième année de thèse de doctorat. Donc elle est dans une collaboration entre l'INRIA, l'Université de Bordeaux et l'Université anglaise. Et elle travaille sur les interfaces cerveau-ordinateur ou comment contrôler notre environnement uniquement via l'activité cérébrale. Donc, je vous laisse avec elle pour sa présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Il faut l'applaudir normalement. Alors, bonjour à tous, merci également d'être venus. Merci à Médiasciences de m'avoir invitée. À vrai dire, je ne sais pas trop comment ils sont arrivés jusqu'à moi. Je me sens un peu flattée quand même d'avoir été contactée et je suis contente d'être là ce soir. Donc, le but de cette conférence, c'est que je vous présente un petit peu mon parcours. Bonsoir. L'équipe de recherche dans laquelle je travaille, puis plus précisément mon sujet de thèse vers la fin. Donc on m'a demandé de parler entre 45 minutes et 60 minutes. Ça va être un peu long autant pour vous que pour moi. Donc ce que je propose, c'est qu'on mixe la partie présentation et la partie question. C'est-à-dire que si à un moment vous avez une question, une interrogation, si vous n'êtes pas content, ce que vous voulez, vous pouvez juste me faire un signe et puis on peut échanger pendant la présentation. Ça me fera une pause et puis ça vous permettra aussi d'éviter la monotonie. Ok. Du coup, on va commencer. Donc je me représente, c'est la première fois qu'on fait une biographie de moi. Alors c'est cool, j'ai presque rien à dire. Donc je suis doctorante en sciences cognitives effectivement à Bordeaux. Donc je suis en collaboration principalement entre l'Université de Bordeaux, INRIA. Est-ce que tout le monde connaît INRIA? Oui. Quand je pose des questions, n'hésitez pas à faire des signes ostentatoires de la tête comme ça parce que... donc INRIA, c'est le joli bâtiment qui a à l'arrêt entre Arts et Métiers et comment ça s'appelle, Béthanie. Celui qui passe par-dessus la route avec les jolis murs végétaux et la tour qui s'effondre. Donc INRIA, c'est un centre de recherche en informatique, à la base en informatique et mathématiques. Donc il y a plusieurs centres dans toute la France. Et le centre Bordeaux est là depuis 2008, il me semble. Bonsoir. Et voilà, petit à petit, il s'ouvre aux gens comme moi qui ne sont pas forcément mathématiciens ou informaticiens de base et qui font plutôt des sciences cognitives. Alors avant d'aller plus loin, je voulais savoir à peu près qui vous êtes. Donc, qui est-ce qui vient de l'ENSCBP, ici? Ok. L'ENSC, tout court? Ouh. Et NCR Matmeca? Ok. Ailleurs? Vous venez d'où? Ok. Ok, super. Ok, très bien. Donc si des fois je ne sais pas exactement ce que vous faites et ce que vous étudiez, du coup si des fois vous ne comprenez pas du tout ce que je dis, vous pouvez me demander. Faire une tête bizarre, ça suffit, normalement je devrais reconnaître. Et si par contre je dis des choses que vous savez qu'on vous a répétées en large et en travers déjà, n'hésitez pas à me le dire aussi pour que j'accélère et que je passe à autre chose. Ok, donc c'est parti. Donc d'abord, ça va être la partie un petit peu mégalo, donc je vais vous raconter d'où je viens. Donc je viens de Sanguinet, je ne sais pas si des gens ici connaissent, c'est un magnifique village dans les Landes, vous pouvez aller passer vos vacances là-bas, donc c'est pas loin d'ici, 1 heure environ au bord du lac.
Donc j'ai passé mon enfance là-bas, et puis le problème c'est qu'une fois, quand vous êtes là-bas, il n'y a pas forcément de lycée à proximité. Donc le lycée, je suis descendue à Dax, donc dans le centre des Landes, pour faire là-bas une option sport, que j'ai suivie pendant tout le lycée. Et puis là-bas, donc, je me suis passionnée à la fois pour le sport, pour les sciences médicales et pour les mathématiques. Jusqu'au moment où on m'a dit qu'il fallait choisir. Parce qu'on ne pouvait pas faire sport, médecine, étudier les maths tout en même temps. Et donc, quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai eu la fabuleuse idée d'aller en médecine. Donc, j'ai fait une année de PACES. PACES pour... qu'est-ce que ça veut dire? Première année commune aux études de santé. Et donc, j'ai commencé l'année, et puis j'ai tenu quelques mois. Et puis, au bout d'un moment, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là dans le sens où... est-ce que quelqu'un a fait passer ici? Ok, 2 personnes qui comprennent. Donc en fait, j'avais l'impression qu'on me bourrait le crâne d'informations que j'apprenais. Et puis, il me manquait quelque chose qui était juste utiliser mon cerveau pour raisonner un minimum. Et du coup, il y a un moment où j'en pouvais plus, vraiment. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir une copine qui faisait autre chose et qui le vivait très bien. Elle faisait la licence qui, à l'époque, s'appelait MAS. Ah oui, j'ai oublié une étape. Donc oui, j'avais envie de raisonner. Et donc, du coup, je me suis rappelé que j'aimais bien les maths aussi. Et donc, j'avais une copine qui était dans la licence MAS à l'époque, qui s'appelle maintenant MIAGE, qui veut dire maths et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, qui est à peu près inconnue du grand public, mais qui commence à se développer maintenant, et qui est une super licence parce que dans cette licence, on a à la fois un tronc commun en mathématiques, statistiques, informatique, et en même temps une composante. Donc on peut choisir soit un parcours économie-gestion, soit un parcours sciences cognitives, dans lequel on va faire des sciences cognitives. Donc on va se servir des outils que sont les mathématiques, les statistiques et l'informatique pour étudier, j'avais oublié que j'avais un pointeur, hop, ces choses-là, donc notamment les neurosciences, l'intelligence artificielle et la psychologie. En gros, à Bordeaux, on est plus dans ces 3 axes ici, alors que les sciences cognitives dans leur ensemble comprennent d'autres disciplines qu'on étudie un peu moins ici, donc la philosophie, la linguistique et l'anthropologie. Donc en gros, pendant cette licence, j'ai découvert les sciences cognitives. J'ai découvert aussi que la fac, c'était pas forcément un amphi de 800 personnes où on se faisait lancer des poubelles dessus, mais ça pouvait être aussi des classes de 20 personnes où les profs connaissaient votre nom. Donc ça a changé beaucoup de choses pour moi. J'ai appris aussi qu'on n'était pas forcément toujours évalué sur des QCM, sur du par cœur, mais qu'on pouvait aussi faire des projets avec des gens, aller rencontrer des chercheurs, etc., etc. Et donc ça m'a beaucoup plu. Ça m'a d'autant plus qu'en fin de licence, donc je ne sais pas si vous avez la même chose ici, je sais que vous avez un projet de fin d'études, c'est ça? C'est un gros stage de 6 mois à la fin. Donc nous, en fin de licence, on fait un peu la même chose, sauf que ce n'est pas du tout la même chose. C'est sur 6 mois aussi, mais en gros, le but, c'est de faire un travail de recherche. Donc c'est pas à temps plein, on a des cours, mais on a quand même un gros projet à monter. Et donc, dans le cadre de ce projet, j'ai rencontré ces 2 super chercheurs, Dominique Gueule et Fabien Latte. Je vais revenir sur eux. Donc, juste pour la petite histoire, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 2 nanas dans ma promo avec qui j'avais vraiment envie de travailler et qui, elles, ont décidé de faire un truc plus informatique. Moi, je leur ai dit, oulala, l'informatique, on va peut-être plus faire, je voulais quelque chose de plus neurosciences, rester dans le domaine de la santé, etc. Et elles m'ont dit, ah ouais, mais il y a un gars qui a l'air super cool, lui, qui fait une conférence sur les interfaces cerveau-ordinateur. J'ai dit, qu'est-ce à cause ce truc? Et en fait, c'était une super conférence dans laquelle il a présenté les interfaces cerveau-ordinateur, et ça nous a toutes passionnées. Et donc, on a décidé de faire notre projet de fin de licence sur ce thème. Et pour rester dans le domaine de la santé, et parce que c'est quelque chose d'assez passionnant, on a décidé de se focaliser sur l'apport que pouvaient avoir les interfaces serveur-ordinateur pour aider les personnes qui sont dans une situation de syndrome d'enfermement, qui souffrent d'un syndrome d'enfermement, pour qu'ils puissent récupérer une sorte de langage, de possibilité de communication. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le syndrome d'enfermement?
Parce que si je vous dis locked-in syndrome, ça vous parle un peu plus. Troisième, c'est Jean-Dominique Bauby, le scaphandre et le papillon. Non, personne n'a lu ni vu? Ok. Alors c'est une histoire terrible en fait. Jean-Dominique Bauby, c'était le rédacteur en chef de Elle, le magazine. Et un jour, il a fait un AVC. AVC, ça vous parle? Un accident vasculaire cérébral. Donc il a fait un AVC, il s'en est sorti, mais il s'en est sorti avec ce qu'on appelle le syndrome d'enfermement, qui porte très bien son nom. En fait, le syndrome d'enfermement, ça veut dire que vous êtes toujours conscient. Vous pouvez voir, vous pouvez entendre, vous pouvez ressentir la douleur. Par contre, vous n'avez plus aucun moyen de bouger. C'est-à-dire que vous êtes comme enfermé à l'intérieur de votre propre corps, sans moyen de communiquer. Donc la plupart des gens qui ont ce syndrome d'enfermement, les médecins pensent qu'ils sont dans le coma, du moins pour la première phase, parce qu'ils ne peuvent pas bouger. D'accord? Ils ne répondent pas à certains signaux, etc. Et donc Jean-Dominique Bauby, au début, on a cru qu'il était dans le coma, et puis un jour, il a réussi à cligner des yeux, parce qu'en gros, les seuls mouvements qui sont préservés dans ce syndrome, c'est le clignement des paupières et les mouvements verticaux des yeux. Donc c'est grâce à ça qu'on peut savoir qu'une personne est dans un état de syndrome d'enfermement et pas de coma. Donc c'est très rare, hein, il y en a environ 500 en France. Souvent, malheureusement, après quelques temps, il décède d'insuffisance pulmonaire ou de choses comme ça. Mais en tout cas, Jean-Dominique Bauby, eh bien, dans cet état-là, il a réussi à écrire un livre qui s'appelle Le scaphandre et le papillon, grâce à son ergothérapeute, en fait, qui lui dictait les lettres de l'alphabet, et à chaque fois qu'il voulait sélectionner une lettre, il clignait des paupières. Donc vous imaginez qu'il a écrit tout un livre grâce à son ergothérapeute qui lui récitait l'alphabet. Donc ils ont mis au point certaines techniques où il disait par exemple les lettres les plus fréquentes d'abord, où elle devinait un peu les mots, mais quand même ça lui a pris énormément de temps. Et en fait ce livre, Le scaphandre et le papillon, a ensuite été adapté au cinéma dans un film qui s'appelle Le scaphandre et le papillon. Et donc je vous conseille vivement de lire ou de regarder ce film. Et donc du coup, nous on s'intéressait à est-ce que les interfaces cerveau-ordinateur pourraient permettre de détecter des signaux dans le cerveau directement à la source pour qu'on puisse savoir ce que les gens veulent dire. Puisqu'ils ne peuvent plus bouger, on va chercher le signal directement dans le cerveau. Bon, je ne suis pas là pour parler de ce projet, mais bon, c'était intéressant. Et puis du coup, Dominique Gueule, on est allé le voir parce qu'il est neurologue, donc c'est un neurologue qui travaille au CHU et à l'hôpital Haut-l'Évêque et qui est aussi professeur à l'université. Et Fabien Lotte, qui est chercheur chargé de recherche INRIA, qui est le maître de stage de Suzy ici présente, et donc qui lui est spécialiste des interfaces cerveau-ordinateur. Et donc avec ces deux personnes, on a réussi à échanger pas mal. Et donc ça m'a tellement plu que j'ai décidé de continuer, j'ai décidé de continuer suite à cette licence dans un master sciences cognitives qui est à Bordeaux et qui s'appelle le master handicap et nouvelles technologies. Vous voyez un peu le lien, a priori c'était pile dans ce que j'aimais. Donc j'ai commencé ce master et devinez avec qui j'ai fait mes stages. En master 1, j'ai fait mon stage avec Dominique Gueule dans le service à l'IMN, c'est-à-dire l'Institut des maladies neurodégénératives. On a travaillé sur les TOC. Est-ce que vous voyez ce que c'est les TOC? Les troubles obsessionnels compulsifs, qui en fait correspondent, on a travaillé sur le processus de doute, parce qu'en fait ce qui se passe chez les personnes qui ont des TOC, c'est qu'ils n'arrivent pas à prendre une décision. Et s'ils refont 1000 fois le même geste, fermer la porte, etc., c'est parce qu'ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Et le fait de ne pas réussir à prendre des décisions, en fait, c'est lié à un dysfonctionnement de structure interne d'un petit noyau qui s'appelle le thalamus dans le cerveau. Et donc, c'est ce thalamus qui est hyper activé, les empêche de prendre des décisions. Donc, on a travaillé sur ça avec Dominique Gueule. Et puis après, en Master 2, j'ai fait mon stage avec Fabien Lotte. Donc, avec Fabien, on a travaillé sur... on s'est rapproché des BCI et en fait, on a travaillé... BCI, pardon. Parce que ça, je vais le faire tout le temps. Interface cerveau-ordinateur en français. Ça donne Brain Computer Interface en anglais. Et donc BCI. Ok? Si je dis d'autres acronymes comme ça que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me dire. Ah, pardon. Donc, du coup, on a travaillé avec Fabien sur comment détecter le stress grâce à l'EEG. Alors, EEG,
c'est électroencéphalogramme, d'accord? En gros, je vais vous montrer des photos plus tard de à quoi ça ressemble. En général, ça ressemble à un bonnet de bain un peu moche avec des électrodes dessus. Et ces électrodes vont mesurer l'activité électrique qui est générée par vos neurones dans votre cerveau. Et en fait, on va pouvoir savoir grâce à cet EEG quelles zones sont plus ou moins activées et on va pouvoir mesurer des choses. C'est ce que je vais vous expliquer juste après. Et donc le but de ce stage, en gros, c'était de dire on peut détecter à quel point les gens sont stressés grâce à ce casque. D'accord ? C'était sûrement l'expérience la plus horrible de ma vie puisque l'expérience consistait à stresser des gens socialement. Donc on les mettait face à un jury de soi-disant experts en langage corporel et on leur demandait de raconter leur vie. Et c'était horrible parce que le jury devait rester de marbre. Et en fait, notre astuce, parce que c'est impossible, en vrai, on avait tendance à rigoler tout le temps. Du coup, on a envoyé des post-docs de l'équipe qui ne parlaient pas français, un allemand, un hollandais. Et donc, forcément, ils restaient de marbre. Et donc, c'était un peu dur, mais ça a très, très bien marché. Très, très bien marché. Donc, entre-temps, j'ai pas précisé, mais je suis partie pour la première partie de mon M2 au Canada. Envie de bouger un petit peu, et donc je suis allée faire mon premier semestre de Master 2 à l'UQAM, Université du Québec à Montréal, dans une filière qui s'appelle rien à voir, informatique cognitive, master en informatique, en doctorat en informatique cognitive, mais en fait c'était des cours de master, enfin bref. Du coup c'était un peu plus informatique et sciences cognitives. Et c'était super bien. Il a beaucoup neigé, c'était... Voilà, donc ça c'est fini. Donc à partir de là, je suis arrivée en doctorat. Donc en gros, le stage de master m'a beaucoup plu. J'étais dans un cadre un peu idéal. Je me suis très bien entendue avec Fabien Lotte. Et donc j'ai décidé de rester en doctorat. Donc je vais pas vous raconter exactement ce que je fais maintenant. Je garde pour plus tard, le temps que vous soyez bien échauffés. Et en gros, juste sachez que j'essaye d'aider les gens à apprendre à se servir d'une BCI, d'une interface cerveau-ordinateur. Voilà. Bonjour. Très bien. Donc, avant de parler de mon sujet de doctorat plus précisément, je vais vous parler pendant 2 minutes du doctorat en général. Donc, le doctorat en général, on a quelques idées préconçues sur le doctorat. Donc, en général, les gens, surtout j'imagine quand vous venez d'une école d'ingénieur, on a tendance à dire que le doctorat c'est un espèce de truc qui peut vous faire régresser, qui peut faire que vous allez être moins employable après par les entreprises, qui va vous surspécialiser dans un domaine souvent inutilement, etc., etc. Donc là c'est beaucoup trop petit, c'est dommage, parce que j'ai mal géré. Donc en gros c'est... une représentation du cerveau des doctorants selon pas mal de gens apparemment. Donc il y a une bosse de la procrastination. Tout le monde sait ce que c'est la procrastination, ouais. Puis une bosse du sentiment de culpabilité et de, je sais plus ce que c'est. Bref, et 2 petits neurones de créativité et d'accomplissement. Donc voilà. Donc je sais qu'il y a plein d'idées sur le doctorat. Le doctorat c'est hyper vague parce que ça dépend de plein de choses, donc moi je vais juste vous présenter ce que je pense dans mon cas. Ok, donc j'ai mis the truth mais c'est pas vraiment vrai, c'est plutôt my truth. Et du coup si j'avais quelque chose à dire sur le doctorat, je dirais que c'est beaucoup de boulot, ça c'est sûr, donc c'est un gros investissement. Là moi je suis en dernière année et c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de journées pendant lesquelles je pense pas à ma thèse, au moins à un moment. Voilà. C'est sélectif, mais bon, ça, je sais même pas pourquoi je l'ai mis en orange, c'est pas forcément un problème. Et surtout, le gros hic, surtout pour vous, je pense, c'est le fait que ce soit pas toujours très reconnu. Alors, d'après ce que j'en ai entendu et ce que je vois autour de moi, c'est quand même en train d'évoluer pas mal, parce que sachez que dans les autres pays européens notamment et les autres pays dans le monde, le doctorat c'est quand même le plus haut niveau, le plus haut diplôme. Et donc, c'est quelque chose qui est très reconnu et les entreprises embauchent des docteurs. D'accord ? En France, c'est
en train d'évoluer aussi. J'ai sûrement pas le recul nécessaire pour vous affirmer qu'il faut faire un doctorat parce que c'est vachement bien et que vous serez très reconnu, mais en tout cas, c'est en train d'évoluer. Moi, je vais plutôt insister sur les aspects positifs. Donc, ce que j'aurais à dire, c'est que si vous êtes dans de bonnes conditions, donc il y a bien ceci devant qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est-à-dire si ça se passe bien avec les personnes qui vous encadrent, et je dis bien dans cet ordre, 1, si ça se passe bien avec les personnes qui vous encadrent, 2, si vous êtes dans un environnement de recherche qui vous permet d'avoir des possibilités, notamment au niveau financier, et 3, si vous avez un sujet qui vous plaît. Dans ce cas-là, le doctorat, c'est souvent synonyme d'une grande liberté d'action, c'est-à-dire que pendant 3 ans, parfois plus, on vous donne la possibilité d'explorer des choses, d'apprendre des choses que vous avez envie d'apprendre et d'avoir une certaine liberté dans la créativité, c'est-à-dire que vous pouvez venir avec une idée, tester cette idée, on vous donne les moyens de le faire et ça, je trouve ça vraiment super. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas dans beaucoup d'autres situations académiques. La deuxième chose, c'est le nombre de rencontres que vous avez l'opportunité de faire, que ce soit au sein de votre équipe de recherche, au sein de l'institut dans lequel vous êtes et aussi pendant vos voyages, parce que vous verrez qu'il y a la possibilité de faire beaucoup de voyages pour aller présenter vos travaux à droite à gauche. Et donc les voyages, parce que notamment dans le domaine de l'informatique au sens large, quand on fait de la recherche, on va souvent, on a la possibilité d'aller présenter nos travaux de recherche lors de conférences, qu'on appelle des conférences. Donc en gros, une conférence, c'est vous imaginez plein de chercheurs qui vont au même endroit, au même moment pour échanger sur leurs travaux et discuter de différents thèmes. Et donc ça, c'est vraiment une opportunité super, comme je vais vous montrer après. L'autre avantage, c'est le fait que les tâches soient extrêmement variées. Donc ça veut dire que, en gros, oui, on lit des articles, hein, Suzy, on lit beaucoup d'articles, mais aussi on peut en écrire, on peut donner des cours, participer à des actions de vulgarisation de la recherche, faire, je sais pas, 1000 choses, présenter nos travaux en conférence, enfin voilà, plein de choses qui font qu'en général, on s'ennuie pas. Et enfin, la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que, par exemple, moi, dans ma thèse, j'ai l'opportunité de travailler avec des neurologues, des psychiatres, des psychologues, des gens qui font des neurosciences, des informaticiens de plusieurs branches. Et donc, tout ça fait que ça apporte une richesse incroyable, enfin voilà, une ouverture d'esprit, etc. Donc maintenant, plus précisément, le cadre de ma recherche. Donc, en gros, après mon master, j'ai passé un concours qui m'a permis d'avoir une bourse de doctorat qui s'appelle IDEX. Donc IDEX, c'est pour Initiative d'Excellence, et qui est fournie par l'Université de Bordeaux. Et en gros, c'est une super bourse puisqu'elle permet d'avoir donc le salaire d'un doctorant, puisque quand vous êtes doctorant, vous avez un salaire, vous êtes salarié. Et en plus d'avoir un peu d'argent pour aller faire une partie de son doctorat à l'étranger, donc dans mon cas en Angleterre, et aussi pour aller présenter les travaux en conférence dans d'autres pays. Et donc, ça c'est le bon côté. Le mauvais côté, le côté un peu plus flippant, c'est que je me suis retrouvée avec 4 directeurs de thèse. Alors peut-être que ça vous parle pas trop à vous, mais en général, quand je dis à d'autres doctorants que j'ai 4 directeurs de thèse, ils commencent à transpirer, à trembler et à me demander comment je fais. Et en fait, dans mon cas, ça se passe très bien. Mais en général, ça peut être la guerre. 4 directeurs, ça veut dire qu'il faut mettre tout le monde d'accord tout le temps, donc c'est pas facile. Donc en gros, Bernard Nkawa, donc qui lui est professeur en sciences cognitives, qui est la seule personne que je connais qui réussit à ne toujours pas avoir de photos de lui sur Google. Incroyable. Ensuite, Fabien Lotte, que je vous ai déjà présenté, qui est expert en interface cerveau-ordinateur. Martin Haché, qui travaille en interaction homme-machine, en général, qui est responsable de l'équipe Potiok dans laquelle je travaille. Et enfin, Sriram Subramanian, qui est mon co-directeur qui se trouve en Angleterre dans l'université partenaire. Donc maintenant, les voyages. Donc en gros, pendant ma thèse, donc là je suis en dernière année, je viens juste de rentrer de 3 mois que j'ai effectué en Angleterre.
j'avais fait déjà 3 mois l'année précédente, donc juste là. Ce qui fait 6 mois au total passés en Angleterre. Et en plus de ça, je vais faire aussi une mobilité à Montréal cet été. Donc en tout, sur mes 3 ans, j'aurais passé 7 mois à l'étranger à découvrir de nouveaux labos et donc de nouvelles méthodes et à m'enrichir. Pas financièrement, mais intellectuellement, oui. Ensuite, quand je vous parlais de voyages et de conférences, en gros, j'ai eu la chance pendant ma thèse d'aller présenter mes travaux à Lisbonne au Portugal, en Suède, en Allemagne, en Autriche, à Hong Kong et bientôt je vais aller en Californie. Donc voilà, je suis particulièrement chanceuse parce que j'avais cette bourse aussi, mais en règle générale, un doctorant, il a l'opportunité de faire au moins un voyage par an quand il est dans un cadre de recherche qui lui permet encore une fois. Du coup, la question qui fâche, mais la question, c'est « et après ?» Parce que je vous dis que j'arrive à la fin. Et après, c'est une bonne question. J'aimerais continuer dans l'enseignement. J'aimerais être enseignant-chercheur. Donc, je suppose comme vous avez les profs qui vous donnent des cours, en général, ils doivent être maîtres de conférences ou professeurs des universités. Donc, c'est ce que j'aimerais faire. Seulement, quand vous avez juste un doctorat, ça suffit pas. En général, il faut partir au moins 1 ou 2 ans à l'étranger et faire ce qu'on appelle des post-doctorats. Là-bas, faire beaucoup de recherches et puis revenir pour espérer avoir un poste. Donc là, en ce moment, je suis en train de me questionner sur où est-ce que je vais aller l'an prochain. Voilà, j'ai fini. Vous avez survécu à ma présentation. Donc maintenant, l'équipe Potiok. Donc, l'équipe Potiok, c'est l'équipe à laquelle je suis rattachée qui est à INRIA, donc le bâtiment qui est juste là-bas. C'est une équipe d'interaction homme-machine. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est l'interaction homme-machine? À peu près. En gros, c'est des systèmes qui permettent d'interagir entre un homme et une machine. Donc, ça peut être aussi bien juste un écran, un clavier, une souris sur un ordinateur, que des interfaces beaucoup plus innovantes comme les interfaces cerveau-ordinateur. D'accord? Le but, c'est de communiquer, d'avoir une communication entre un homme et un système. D'accord? La particularité de Potiok, c'est qu'on cherche à faire de l'interaction populaire, c'est-à-dire qui est accessible au grand public. Donc vous allez voir juste après, je vais vous montrer plein de petites vidéos. Donc l'équipe est composée de 4 chercheurs permanents. Donc je ne sais pas si certains de vous reconnaissent des têtes. Les gens de l'ENSERM Matmeka devraient reconnaître des têtes. Il y a Martin Haché ici, donc un de mes directeurs, Fabien Lotte, le deuxième directeur, Pascal Guiton, non, personne ne le connaît, donc qui est prof à l'université, et Anke Brock, qui est la nouvelle recrue. Donc ces personnes-là, donc à part Pascal qui est professeur des universités, les autres sont chargés de recherche INRIA. Donc chargé de recherche, c'est un poste qui est un peu spécifique à la France, c'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent dans les instituts de recherche qui sont INRIA, le CNRS, l'INSERM, etc., mais qui font a priori uniquement de la recherche, contrairement aux maîtres de conférences et aux professeurs qui normalement ont une charge à la fois d'enseignement et de recherche. Eux, ils peuvent faire de l'enseignement, mais que s'ils veulent, ils ne sont pas obligés. Ensuite, nous avons 5 doctorants, dont 3 filles, ce qui est exceptionnel à INRIA. Donc, Yelena ici qui vient de commencer sa thèse en interface cerveau-ordinateur, Damien qui fait de la réalité virtuelle et qui a la même coupe de cheveux que son directeur. Ensuite, Julia qui vient d'arriver aussi, qui fait une thèse avec Anke et qui a aussi la même coupe de cheveux. Puis Sol qui fait de l'interaction machine et moi. Puis ensuite, nous avons une armée d'ingénieurs et de postdoctorants, donc tous les garçons, oui, presque. Et enfin, nous avons Catherine qui est notre assistante d'équipe. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu les travaux qu'on fait chez Potiok. Donc rapidement, parce que je pense que sinon je vais dépasser vraiment trop. Donc premier projet, c'est juste une photo ici que vous voyez. Ça s'appelle CIMAPS. En gros, CIMAPS, c'est des cartes géographiques interactives. C'est-à-dire, vous imaginez une carte géographique sur papier, d'accord? Le but, là, de ce thème, je ne l'ai pas précisé,
réalité augmentée et interaction tangible, en gros, c'est de sortir de l'écran. C'est-à-dire que chez Potioc, ça nous ennuie de devoir toujours interagir via un écran. On trouve ça pas personnel, on trouve ça froid, et des fois, ça nous empêche d'avoir les bénéfices des choses tangibles, c'est-à-dire des feuilles et des crayons. Et donc, on essaye de mélanger le monde virtuel et le monde réel. D'accord ? Donc là, en gros, on a une carte géographique et on va pouvoir augmenter cette carte géographique en mettant des annotations sur une expérience qu'on a vécue à un certain endroit, etc. Est-ce qu'on aime cet endroit ou pas ? Est-ce que le restaurant est bien ou pas, etc. Et donc on peut, avec des marqueurs physiques comme ici, on peut zoomer, dézoomer, on peut changer l'affichage. Donc soit avoir une carte comme vous avez l'habitude de voir, soit une vue GPS, une vue satellite, etc., etc. Ça, c'est le premier projet. Deuxième projet, Toby. Alors, Toby, c'est une petite marionnette. Ok, je ne sais pas si elles sont pas. Donc, Toby, c'est cette petite marionnette sur laquelle on peut afficher certaines données physiologiques. Donc, des données physiologiques, en gros, c'est votre rythme cardiaque, le fait que vous soyez en train de... Enfin, votre rythme cardiaque, votre température corporelle, ou le fait que vous soyez stressé ou pas, le fait que vous soyez en train de réfléchir fort ou pas, etc. Et donc, l'idée, là, c'est qu'on vous met plein de capteurs sur vous. Et en fait, grâce à ces capteurs, on va pouvoir afficher votre activité sur la petite marionnette. Donc, vous avez vu le cœur qui bat. En gros, il bat à la même fréquence que votre cœur à vous. Ensuite, les petits écrous que vous avez vus dans sa tête, en gros, plus vous allez être concentré, plus ils vont tourner vite. D'accord ? Et ça permet en fait d'échanger à distance avec une autre personne vous pouvez imaginer que l'autre personne est aussi son propre Toby. Et en fait, grâce à ça, vous pouvez voir... Ah mince, ça a changé là. Grâce à ça, vous pouvez voir un peu l'état de l'autre personne. Et donc ici, c'est de la relaxation. C'est-à-dire que pour faire grandir la fleur qu'il y avait entre les deux personnes, vous avez vu la fleur qu'il y avait entre les deux petites marionnettes? Pour la faire grandir, il fallait que les personnes soient relâchées et qu'elles synchronisent leur respiration. Vous avez vu les poumons qui se remplissaient et rétrécissaient. Ici, c'est un autre cas. En gros, il regarde la vidéo et donc on voit son état émotionnel en même temps qu'il regarde la vidéo. Voilà. Donc ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple, ils ont appelé ça Inner Garden. Donc, en gros, si j'ai mis play. En gros, ici, vous avez un bac à sable. Et vous pouvez modeler le bac à sable comme vous voulez. Donc là, elle est en train de fabriquer une île au milieu de l'océan. Et l'idée, c'est que la météo va changer en fonction de votre état intérieur. D'accord ? Donc, on va mesurer votre état cognitif et émotionnel. Et puis, en fonction de ça, voilà, si vous êtes stressé ou que ça va pas, il va y avoir des nuages, ça va s'assombrir. Et si vous allez bien, vous êtes joyeux, etc., ça va s'éclaircir. D'accord ? Donc, ces deux choses, la technologie, ça marche. Ok ? Par contre, attention, la mesure des données physiologiques, elle n'est pas parfaite, d'accord ? Donc là, on dit qu'on peut mesurer ce qu'on appelle la charge mentale, c'est-à-dire si une personne est très concentrée ou pas, si elle est très stressée ou pas. Mais tout ça, c'est des choses qui sont difficiles à mesurer, donc il ne faut pas croire que ça marche d'une manière magique et super bien, d'accord ? Alors, ensuite, on a Papart. J'ai perdu ma souris. Donc Papart, en gros, c'est pour dessiner. Vous avez une feuille physique sur laquelle vous pouvez dessiner et on va projeter des informations dessus pour vous aider à dessiner, notamment pour aider à faire la perspective, etc. Alors, je vais avancer un peu la vidéo. Ah, j'ai carrément avancé là. Ok, donc là, vous voyez, on va projeter un dragon en 3D. Ah, non, vous ne voyez plus. On projette le dragon en 3D, on peut choisir d'où vient la source de lumière en pointant avec le doigt. Et à partir de là, une fois qu'on a choisi ça,
on peut orienter le dessin, etc. Et après, on peut dessiner directement sur la feuille, et donc ça va nous permettre d'avoir un dessin avec les bonnes notions de profondeur et les bonnes ombres, etc. Donc ça, c'est les premiers projets. Ensuite, on a tout un pan qui concerne la réalité virtuelle. Donc ça, je ne sais pas si vous allez entendre. Je crois que le son ne marche plus en fait. Mais il n'y a plus de son, c'est pas grave, c'est pas grave. En gros, il faut imaginer de la musique électro. Donc, il compose de la musique électronique en bougeant des éléments dans un monde virtuel, en gros. Voilà. Donc ça, on s'en sert en général. La réalité virtuelle a été pas mal utilisée pour faire des activités artistiques chez Potiok. Donc là, vous voyez Damien qui, en gros, traque les balles. Donc, il jongle et les balles sont traquées par un système. Et donc, à partir de ça, il peut faire plein de choses, dont ça qui est très joli. Ça y est presque. Voilà, en gros, il va projeter un genre de nuage de particules qui est attiré par les balles. Donc, ça va suivre les balles quand elles rebondissent au sol, etc. Donc voilà, là, on se sert de nouvelles technologies pour faire des activités artistiques. Et donc maintenant, Damien, il a fini de travailler sur ça et il travaille maintenant avec Airbus pour faire de la collaboration à distance dans un environnement virtuel. Donc vous imaginez que vous êtes en réunion avec une personne qui est à plusieurs centaines de kilomètres de vous, d'accord? Donc vous êtes immergé dans une salle de réunion virtuelle, vous le voyez en face de vous, jusqu'à là il n'y a rien de révolutionnaire. Mais lui, il travaille à l'échange d'objets physiques dans un monde virtuel. Voilà. Ensuite, nous avons les technologies qui sont pour l'éducation et l'apprentissage. Donc, il n'y a personne de l'Institut d'optique ce soir? Non? Il y a des physiciens? Non, pas vraiment? Ok. Donc, ça, c'est un interféromètre. Interféromètre. Et donc, en gros, un interféromètre, ça sert à l'Institut d'optique qui s'en servent pour apprendre aux gens à comprendre comment les lasers fonctionnent, etc. Mais le truc, c'est que c'est assez dangereux si les personnes le règlent mal. Et en plus, ça coûte hyper cher. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis à collaborer avec l'équipe Potiok. Et donc, qu'on a fait un faux interféromètre avec simplement de la projection, en fait. On projette la lumière. Et en fonction, donc les étudiants peuvent bouger les différents éléments et voir ce qui se passe comme si c'était un laser. Sauf que cette fois, c'est juste un rayon lumineux, donc il n'y a pas de danger. Et ce qui est super intéressant, c'est que s'ils veulent, ils peuvent rajouter des informations pédagogiques. Vous voyez, là, il y a différentes ondes à différentes fréquences qui apparaissent. Et donc, après, on peut aussi afficher les noms des différents éléments du système et de combien l'échelle quand on les tourne. Attendez, hop. Juste là, vous voyez, là, il y a toutes les informations qui sont écrites. S'il bouge la manette, eh bien, il a l'information sur quel réglage il est, etc. Donc ça, maintenant, c'est en train d'être testé à l'Institut d'optique pour les élèves ingénieurs là-bas. Hop. Et je vais finir avec celle-ci. Donc ça, c'est la vidéo de TJ. C'est un peu le chouchou de l'équipe. Donc TJ, c'est encore une marionnette, mais une marionnette qui sert à visualiser notre activité cérébrale. Donc là, ce que vous venez de voir au début, ça va trop vite. Ce que vous avez vu au début, ici. Allez. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on voit en général quand on utilise un logiciel pour enregistrer l'activité cérébrale. C'est l'information qu'on voit. Donc c'est pas super facile à décoder et à traiter. Du coup, ce qu'il propose de faire avec TJ, c'est de projeter cette activité cérébrale de manière simplifiée sur une petite marionnette qui est en fait votre avatar. Et grâce à cette projection simplifiée, ensuite vous pouvez utiliser des filtres, donc des petits bonhommes. Celui avec les lunettes de soleil, il correspond au traitement visuel. Celui avec le truc de Bouddha, là, c'est pour la relaxation. Et celui avec les mains, c'était pour les mouvements des mains. Et donc, en gros, les personnes peuvent poser ce filtre
Et à partir du moment où il pose ce filtre, seule la zone du cerveau qui est dédiée à ce traitement-là, à cette action-là, va s'éclairer. Donc pour le traitement visuel, je ne sais pas s'il y en a qui savent où ça a lieu. Ouais, principalement dans le cortex qu'on dit occipital, donc derrière la tête ici. Donc cette zone-là va s'éclairer, le reste va devenir gris, et les gens vont pouvoir voir ce qu'il se passe quand ils ouvrent et ferment les yeux, par exemple. D'accord ? Pareil pour les mouvements des mains, et pareil pour la relaxation. D'accord ? Donc encore une fois, c'est super comme technologie. Par contre, il faut faire attention à la fiabilité de ce qu'on mesure. C'est toujours pareil, on n'est pas capable de mesurer avec une fiabilité de 100% l'activité cérébrale. D'accord ? Ok, alors, dernière partie, ce qu'on appelle le physiological computing. Alors ça, je ne sais pas comment on dirait ça en français. En gros, c'est le fait de faire de l'informatique ou de rajouter un système informatique, une information sur l'état physiologique de la personne. D'accord ? Donc son niveau de stress, son rythme cardiaque, sa transpiration, etc. Donc ça, c'est ce qui est fait avec cette petite demoiselle. Donc ça met pas longtemps, mais en gros, c'est Jérémy un doctorant de l'équipe qui a développé ça. C'est un peu comme une version pré-Toby. En gros, vous pouvez voir votre activité cardiaque, votre rythme cardiaque sur ce petit bonhomme. L'autre projet ici, il visait à mesurer ce qu'on appelle la charge mentale. Est-ce que vous savez ce que c'est la charge mentale ? En gros, c'est le niveau, on peut définir comme le niveau de concentration, d'accord ? De ressources dont vous avez besoin pour réaliser une tâche. Donc si on vous demande de faire un DS hyper compliqué, vous allez avoir une haute charge mentale, d'accord ? Si vous vous ennuyez et que vous endormez ou quoi, votre charge mentale va être très faible, d'accord ? Donc du coup, ici, ils ont développé un truc qui est assez rigolo, c'est un labyrinthe. Vous allez voir bientôt, voilà. C'est un labyrinthe et en fait, au début, vous avez des marqueurs qui vous indiquent le chemin et puis après, il faut vous rappeler par cœur de ces marqueurs, d'accord ? Et en gros, il y a une condition simple dans laquelle ça va très lentement et puis il n'y a que 2 ou 3 éléments dont il faut se rappeler. Et puis après, il y a cette condition-là où ça va hyper vite et il y a jusqu'à 7 marqueurs. Donc il faut se souvenir par cœur et après, il faut cliquer sur les bonnes touches pour se déplacer. D'accord ? Et donc, grâce à ça, ils ont montré qu'on pouvait mesurer la charge cognitive grâce à l'EEG, de manière assez fiable. Et donc, le dernier point, c'est les interfaces cerveau-ordinateur, mais du coup, je ne vais pas le développer là, puisque ça correspond à la dernière partie. Et donc, nous y sommes. Maintenant, je vais vous parler de mon sujet de recherche en particulier. Donc, je travaille sur les interfaces cerveau-ordinateur, et plus particulièrement sur comment aider les gens à apprendre à se servir d'une interface cerveau-ordinateur. Okay ? Donc avant de vous parler des interfaces cerveau-ordinateur, je vais commencer par un peu d'histoire, parce que des fois ça fait du bien. Donc lui, c'est Hans Berger. C'est un psychiatre et neurologue allemand qui, en gros, pour vous raconter sa vie, donc il est né en 1873. Il a commencé la fac à Iéna pour étudier les mathématiques parce qu'il voulait devenir astronome. Et en fait, au bout d'un an, il s'ennuyait un petit peu, et puis il n'avait pas des bonnes notes, donc il a dit j'abandonne la fac et puis je vais m'engager dans la cavalerie. Donc il s'est engagé dans la cavalerie, et vous êtes en train de vous dire mais pourquoi elle nous raconte ça ? Il y a vraiment une logique. Donc il s'est engagé dans la cavalerie, et en fait un jour il a eu un accident. Il est tombé, son cheval a cabré, puis il est tombé sur le chemin sur lequel arrivaient tous les autres chevaux à fond derrière. Et heureusement, le commandant de la cavalerie l'a vu, a réussi à arrêter les autres, et donc il s'en est sorti. Point final, non. Ce qui est très intéressant, c'est que à ce moment-là, sa sœur, qui était à plusieurs dizaines, centaines de kilomètres de lui, elle a eu comme un pressentiment que quelque chose se passait et que ça allait pas bien pour son frère. Du coup, elle a demandé au papa d'envoyer un télégramme à la cavalerie pour savoir comment allait son frère. Et donc, le fameux Hans Berger, ça l'a complètement bouleversé. Et il parlera plus tard de télépathie spontanée qui lui a permis, dans un moment où il frôlait la mort, d'échanger avec sa sœur qui était super loin.
Et donc, à partir de là, il est devenu complètement obsédé par le fonctionnement du cerveau. Et le but de sa vie, c'est devenu de comprendre quels étaient les liens entre l'activité cérébrale, disons physique, donc c'est-à-dire cette activité électrique que l'on a dans notre cerveau, et ce qu'il appellera le psychisme. Ok ? Et donc, il va retourner à la fac, et cette fois-ci, il va arrêter les maths, mais il va étudier plutôt la psychiatrie et la neurologie. Et donc, il va se retrouver neurologue et psychiatre. Et en 1924, il est le premier à réussir à enregistrer l'activité électrique du cerveau chez l'homme. Donc, en gros, il est le premier, et il est en gros, on va dire, l'inventeur de l'EEG. C'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'électroencéphalographie, donc le fait de mesurer des courants électriques à la surface du cuir chevelu. D'accord ? Donc, en gros, à l'époque, il avait mis 2 électrodes et il regardait les différences de courant entre les deux. D'accord ? Le problème de Hans-Berger, c'est que il était considéré un peu comme un cancre, comme un ahuri un peu par la communauté scientifique. Et donc, sa découverte a été accueillie vraiment très très mal. Et pendant des années, en fait, les gens l'ont juste raillé et n'ont pas du tout fait attention à sa découverte. Et 5 ans plus tard, il a collaboré avec des ingénieurs spécialisés dans l'électronique qui ont montré la fiabilité de sa méthode. Et à partir de là, elle a commencé à être utilisée aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et c'est devenu la méthode de mesure de l'activité cérébrale la plus utilisée. Voilà pour l'histoire. L'histoire se termine un peu mal pour lui, puisque, bon, d'abord, il a fait la Première Guerre mondiale, juste pour l'histoire. Et puis, après la Première Guerre mondiale, c'est là qu'il a fait ses recherches. Et ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a 2 versions. Une version dit qu'il a été poussé à la retraite par le régime nazi parce qu'il n'était pas d'accord avec le régime nazi. L'autre version dit qu'il est devenu SS et qu'il a participé à des essais cliniques avec les nazis. Donc vous choisissez celle que vous voulez. Voilà pour Hans-Berger. Et donc suite à ça, bien des années plus tard, l'informatique se développant, 4 messieurs sont arrivés. Jacques Vidal, qui n'est pas français, contrairement à ce qu'on croit, Jonathan Wolpaw, Niels Birbaumer et Gert Furtscheller. Donc eux 4, c'est un peu les papas des interfaces cerveau-ordinateur, des BCI, d'accord ? En gros, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, ok, maintenant, on peut mesurer l'activité cérébrale, d'accord ? D'un autre côté, on a aussi des ordinateurs qui peuvent récupérer cette activité cérébrale. Et puis, en plus de ça, on a des personnes qui sont paralysées et qui ne peuvent plus bouger. Alors, si l'on pouvait, grâce aux ordinateurs, aller chercher leur activité cérébrale, essayer de la décoder pour ensuite leur permettre de se déplacer ou de parler, ce serait extraordinaire. Et c'est de ça que sont nées les interfaces cerveau-ordinateur. Et donc les premiers gros articles, c'est tous les 2 là, où ils ont développé ce qu'ils ont appelé les premières interfaces cerveau-ordinateur pour la communication et pour le contrôle. Donc la communication, c'était pour permettre aux gens de parler majoritairement, et le contrôle, c'était en particulier pour contrôler des systèmes de neuroprothèses, donc de prothèses que l'on accroche à un bras amputé ou à une jambe, et de fauteuils roulants qu'on dit intelligents, c'est-à-dire des fauteuils roulants que vous pouvez contrôler via votre activité cérébrale. Ok ? Donc eux, c'est un peu les 4 grands noms des interfaces cerveau-ordinateur. Ce qui est bien avec notre discipline, c'est qu'elle est tellement jeune qu'ils sont tous encore en vie. Ils travaillent même encore pour la plupart sur les interfaces cerveau-ordinateur. Donc c'est des gens qu'on croise toujours lors de conférences, etc. Donc maintenant, un peu de rugby. Est-ce qu'on a des fans de rugby dans la salle ? Un petit peu quand même ? Ok. Donc j'imagine que vous avez regardé le match et que vous étiez contents ce week-end du match. Donc je vais vous repasser juste pour le plaisir la séquence. C'est dommage qu'il n'y ait pas de son par contre. En fait, il y a du son, mais une fois sur 10. Ok, en plus, c'est ce qui était important. Le son. Donc, pourquoi je vous montre ça ? Pour vous expliquer, en fait, mon but, c'est de vous expliquer quelles sont les limitations des interfaces cerveau-ordinateur. Parce que peut-être que quand je vous parle de tout ça, vous vous dites « Ah ouais, en fait, on peut décoder les pensées des gens, on peut lire ce qu'il y a dans notre cerveau, et donc on peut penser, voilà, maintenant, je veux tourner à gauche, donc la machine va tourner à gauche. »
En fait, ce n'est absolument pas le cas, d'accord? Si quelqu'un vous dit on peut lire dans vos pensées, vous lui dites non, non, moi on m'a dit qu'on ne pouvait pas lire dans nos pensées. On peut décoder à peu près certains patterns de notre activité cérébrale, mais on ne peut pas lire dans les pensées, d'accord? On ne peut pas détecter les mensonges non plus. On ne peut pas lire vos rêves, on ne peut pas faire ce genre de choses, d'accord? Nous, on est à un échelon beaucoup plus basique. Et donc, je vais me servir de ce match pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est à un échelon beaucoup plus basique. Donc, on sort du contexte du cerveau et on va au-dessus du Millennium Stadium, qui s'appelle plus comme ça, mais je ne sais plus le nouveau nom. Donc, on va au-dessus, on est dans un hélicoptère, d'accord? Votre but, c'est de décoder, d'accord, un message que 2 personnes dans le stade s'envoient. D'accord? Vous êtes dans votre hélicoptère, donc vous avez le bruit de votre hélicoptère, le bruit de la ville qui est tout autour, et le bruit des gens qui sont dans le stade. D'accord? Si vous voulez décoder une conversation entre 2 personnes dans le stade, comment est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que juste avec un micro au niveau de votre hélicoptère, vous pouvez faire ça? Ouais, il faut filtrer. Alors, imagine, t'as rien pour filtrer, t'as juste ton micro. Il va falloir prendre le micro et le prolonger jusque dans le stade. Vous êtes d'accord? Si on va très très près, si on amène le micro très très près des 2 personnes, entre les 2 personnes, là, vous allez pouvoir détecter ce qui se dit. Vous êtes d'accord? Maintenant, imaginons que vous ne pouviez pas faire ça, que vous ayez juste un micro qui reste au niveau de l'hélicoptère. Si vous voulez détecter quelque chose, qu'est-ce qu'il faut, de quoi vous avez besoin? La corrélation. Ouais, donc ça veut dire? Développer des modèles, forcément. Ouh là là, tu vas très très loin. Non, non, quelque chose de très simple. Vous avez un micro, imaginez qu'il y a un essai comme là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un camp qui va être très très calme, et l'autre camp qui va se mettre à hurler, tous en même temps. Vous avez déjà vu ça pendant un match, d'accord? Il y en a qui sont complètement démolis, et puis il y en a les autres qui sont super contents. Eh bien ça, si un camp s'active tous en même temps et l'autre se tait, qu'est-ce qui va se passer? Votre micro va pouvoir le détecter, ça, depuis l'hélicoptère. Ok? C'est compris ça pour tout le monde? Vous suivez? Donc maintenant, on se remet dans le cadre C'est l'heure? Je suis si longue que ça? Ah Non, c'est pas grave. Ok. C'est automatique. Donc maintenant, c'est intime comme ça, c'est cool aussi. Donc du coup, on se remet dans le cadre des interfaces cerveau-ordinateur. L'hélicoptère et notre micro, c'est notre casque EG. D'accord? Toutes les personnes dans le stade, ce sont vos petits neurones. Bon, vous en avez beaucoup plus qu'il y a de personnes dans un stade. Hein. Vous avez plusieurs milliards de neurones. Si vous voulez détecter une activité très précise qui se passe entre une toute petite population de neurones, 2 neurones par exemple, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que vous mettiez votre micro, donc votre électrode, à l'intérieur du cerveau. D'accord? Ça peut se faire dans des cadres thérapeutiques. Mais si c'est juste pour s'amuser, pour faire des expériences comme ça, on va éviter d'ouvrir le cerveau, d'ouvrir la tête et d'aller mettre des électrodes dedans. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut si on veut juste avoir un micro à la surface du stade, donc à la surface du cuir chevelu ici? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une activation de plein de neurones en même temps, pendant que les autres se taisent. Ouais? Ok. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, l'astuce qu'ils ont trouvée, eux, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'imagerie mentale et plus spécifiquement ce qu'on appelle l'imagerie motrice. L'imagerie motrice, c'est le fait d'imaginer qu'on est en train de bouger des membres de notre corps, d'accord? Donc l'exemple le plus courant, c'est imaginer qu'on bouge la main gauche ou la main droite, d'accord? Quand on imagine qu'on bouge la main gauche, il va y avoir une partie de notre cerveau qui s'appelle, donc ici, là, vous avez une bande qu'on appelle le cortex moteur, et qui a la spécificité d'être divisé en plusieurs zones en fait, et chaque zone correspond à une partie de votre corps, d'accord? Et quand vous imaginez un mouvement de votre main gauche, vous allez avoir une partie du cortex moteur à droite ici qui va s'activer. Quand vous imaginez un mouvement de la main droite, vous allez avoir pareil une partie de votre cortex moteur dans la zone gauche ici qui va s'activer, d'accord? Et pourquoi on choisit les mains plutôt que le dos ou plutôt que l'épaule ou quoi? C'est parce que vos mains, vous pouvez les bouger de plein de manières différentes. Vous avez plein de degrés de liberté et vous avez une grande précision. Et ça, c'est parce que vous avez plein de neurones qui sont alloués au mouvement de ces mains.
Ce qui veut dire qu'en gros, c'est comme si vous aviez plein de supporters de votre main gauche et plein de supporters de votre main droite. D'accord? Ce qui fait que quand vous imaginez des mouvements de ces membres-là, vous allez avoir une grosse activation que l'on va pouvoir détecter. Ok? Donc on arrive à détecter ça. Par contre, si vous faites ça ou si vous faites ça, moi je suis incapable de dire la différence au niveau de l'activité cérébrale. D'accord? Donc c'est quelque chose de très grossier qu'on mesure. Ok? Donc du coup, à partir de ça, ils ont imaginé différentes applications. Donc ici, vous voyez le fauteuil roulant dont je vous parlais. D'accord? La personne va imaginer des mouvements main gauche, main droite, ça va tourner à gauche, à droite. Ici, il y a une application dans un... C'est un peu un Star Wars, en gros. Ça s'appelle Use the Force. Et en gros, je savais que ça plairait aux geekies, tout ça. Du coup, vous imaginez des mouvements de vos pieds. Et en gros, ça va faire décoller le vaisseau de Star Wars. D'accord? Ensuite, ici, on a une orthèse. Donc en gros, orthèse ou prothèse, je sais jamais, je crois que... Enfin bref. Donc c'est une main et en imaginant des mouvements dans sa tête, il va pouvoir ouvrir et fermer la main. Pareil, ça reste très basique pour le moment. Et donc ces deux-là correspondent à différents paradigmes. Ça va être... en gros, celui-là, il se base sur des potentiels visuels. Donc il se situe normalement dans le cortex occipital. Et en gros, vous avez ça s'appelle le TIE Fighter. C'est un vaisseau spatial. Vous avez des ennemis qui arrivent de la gauche ou de la droite. Ok? Et en gros, l'aile gauche du vaisseau va clignoter à une certaine fréquence, l'aile droite à une autre fréquence, et le museau, enfin c'est pas un museau les avions, mais je sais pas comment. Le nez, ouais, tout simplement. Il va pas vibrer, flasher, clignoter à une troisième fréquence. Et donc en fait, vous allez concentrer votre attention sur l'aile gauche si vous voulez à la gauche, sur la droite si vous allez à la droite, et sur le nez si vous voulez tirer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des ondes cérébrales qui vont osciller à la même fréquence que l'élément que vous êtes en train de regarder. Et grâce à ça, on va pouvoir connaître l'action que vous voulez réaliser. Ok? Enfin, celui-là, ce qu'on appelle un P300 speller. Donc en gros, vous avez un écran ici, avec des lettres qui flashent. Et vous allez vous concentrer sur la lettre que vous voulez épeler, pour épeler un mot ou une phrase. Et en gros, comme vous focalisez sur cette lettre, quand elle va flasher, vous allez avoir ce qu'on appelle un potentiel cognitif, c'est-à-dire une onde avec une plus grande amplitude à un certain moment donné, d'accord? Et grâce à ça, une fois qu'on va repérer cette onde dans votre cerveau, on va savoir quelle lettre vous étiez en train de regarder. D'accord? Donc ça, c'est différentes applications. Donc, maintenant, passons au problème. Les interfaces cerveau-ordinateur, historiquement, à la base, c'est des médecins qui ont pensé, puis ça a été développé pendant des années par des informaticiens. Du coup, techniquement, ça pourrait marcher. Sauf que des fois, les informaticiens oublient que c'est fait pour être contrôlé par un humain. Et qu'un humain, pour apprendre, il a besoin quand même que ce soit apprenable. C'est-à-dire, il a besoin qu'il y ait certains principes qui soient respectés, d'accord ? Et en fait, il se peut que les informaticiens aient un peu zappé le fait qu'il faille aider les gens à apprendre à se servir d'une interface cerveau-ordinateur, d'accord ? Parce que faire de l'imagerie motrice, là, c'est pas évident. Ça s'apprend. Et du coup, il faut un entraînement, d'accord ? Et donc, du coup, là, je vais vous montrer juste vite fait le matériel qu'on utilise. Donc, on utilise... Le premier truc que vous avez vu, en gros, c'est des amplificateurs de signaux. Donc, ça, on s'en fiche pour le moment. Et vous allez voir notre magnifique casque. Tadam. Donc, ça, c'est le casque qu'on met sur la tête des gens, comme vous allez le voir à droite. Et donc, maintenant, je vais vous montrer la vidéo de ce qu'on fait subir aux gens qui viennent passer nos expériences. Donc, voici le protocole qu'on utilise pour leur apprendre à faire de l'imagerie motrice. Ah, allez. Hop. Donc, en gros, on les met en face d'un écran. On les met face à une croix. En fait, ils ont des essais d'une dizaine de secondes à chaque fois. Et les essais consistent en une croix, puis une instruction. Flèche à gauche veut dire, vous imaginez mouvement de la main gauche. Flèche à droite, vous imaginez mouvement de main droite. Ensuite, on leur donne ce qu'on appelle un feedback, qui est en fait cette barre que vous voyez, et qui correspond à la tâche qui a été reconnue par le système,
et à quel point elle a été reconnue. C'est-à-dire, plus la barre est grande, plus le système est sûr que vous êtes en train d'effectuer un mouvement de la main gauche ou de la main droite, si la barre est à gauche ou à droite. Oui ? Est-ce que ça revient finalement à se calibrer avec la Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que, donc j'avais pas prévu de préciser, mais c'est très bien. En gros, on a deux phases dans l'apprentissage. On a un apprentissage machine d'abord, pendant lequel on va faire plein d'essais. On va juste donner l'instruction, pas le feedback. On donne juste la flèche qui va vers la gauche ou vers la droite. Et on va entraîner des algorithmes à reconnaître les électrodes qui sont les plus pertinentes pour différencier imagination main gauche, main droite. Puis on va entraîner un classifieur qui va nous permettre d'associer les vecteurs de caractéristiques sortis de l'algorithme précédent pour discriminer main gauche, main droite. Donc ça, on a l'entraînement machine, et grâce à cet entraînement machine, on va faire l'entraînement utilisateur. Sauf que comme l'entraînement machine est souvent loin d'être parfait, et l'entraînement utilisateur est souvent très difficile. Du coup, en gros, voilà, on leur propose ça. Donc vous avez vu là, vous avez une flèche puis une barre pendant quelques secondes, ça s'arrête, puis une nouvelle flèche, une barre, etc. Maintenant, vous imaginez vous concentrer là-dessus pendant 1h30, non-stop, et de faire ça 6 à 10 fois. D'accord ? Pour commencer à arriver un petit peu, peut-être, à contrôler une interface serveur-ordinateur. Donc je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est pourri, mais du coup, pour vous donner une idée, j'ai pris l'exemple de si, dans quelques années pour certains, je ne sais pas, imaginez que vous soyez parent et que vous soyez extrêmement perfide, parce que sinon vous ne pouvez pas faire ça. Vous décidez d'apprendre à vos enfants à faire du vélo et du roller, d'accord ? Mais avant, vous ne leur montrez surtout pas qu'est-ce que c'est un vélo, qu'est-ce que c'est un roller, ni comment on s'en sert, d'accord ? Vous les mettez juste devant un roller, devant des rollers, devant un vélo. Et vous leur laissez 10 secondes, bon là on va dire c'est un peu court, mais vous leur laissez disons 10 minutes, vous leur dites allez go, maintenant tu fais du vélo. Vous le laissez, vous lui dites c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal, tu arrêtes, tu prends tes rollers, vas-y, fais du roller, c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est très bien, c'est très mal. Ok ? Et vous faites ça pendant des heures. Vous ne leur expliquez surtout jamais pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est mal, parce que ça les aiderait un peu trop. Vous ne leur expliquez pas les conséquences et vous ne leur démontrez pas ce que c'est d'en faire bien ou d'en faire mal. D'accord ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait actuellement dans les BCI. Donc, j'espère que maintenant vous êtes convaincus, cet apprentissage n'est pas optimal. On peut faire mieux. Et tant mieux parce que du coup, ça m'a donné du travail. Du coup, moi, mon but, c'est d'essayer d'améliorer un minimum les choses. Donc, vous allez me dire, c'est pas compliqué. Hein. On peut faire à peu près n'importe quoi, ça pourrait être mieux que ce qui est fait actuellement. Sauf que du coup, on s'est dit, bon, on va quand même être un minimum rigoureux, et avant de proposer autre chose, on va essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui fait que ça marche pas. D'accord ? Et donc, pour faire ça, ça fait combien de temps que je parle ? Longtemps ? Un peu plus de 10 minutes. Ok, alors, on va zapper plein de passages. Hein. Alors, du coup, pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a cherché à comprendre l'impact qu'avait le protocole d'apprentissage, à droite, et l'impact qu'avait le profil de l'utilisateur, c'est-à-dire l'impact qu'avait sa personnalité, sa façon d'apprendre, etc. Vous savez que vous avez tous des manières différentes d'apprendre, et donc on va chercher à évaluer l'impact que ça a sur les performances. Donc très très vite fait, pour faire ça, on a demandé à 20 personnes de venir 6 fois apprendre à faire du BCI. Donc là, cette fois, on n'a pas pris imagination main gauche, main droite, mais on a décidé de prendre les tâches qui marchaient le mieux quand même, pour essayer d'optimiser et d'avoir le truc qui marche le mieux possible. Donc les tâches qui marchent le mieux en général, c'est imagination de mouvement de la main gauche, calcul mental, donc faire des soustractions en continu, et rotation mentale, c'est-à-dire faire tourner des formes en 3D dans notre tête. D'accord ? Alors pourquoi est-ce que a priori ce sont les tâches qui marchent le mieux ? Parce qu'elles sont associées à des activations, des zones dans votre cerveau qui sont à peu près bien différenciables. D'accord ? Du coup, ça aide les algorithmes à savoir quand c'est plutôt vers ici, du coup, je vous ai dit, c'est plutôt l'imagination motrice. Le calcul, c'est plutôt en frontal ici, tout devant, alors que la rotation mentale, c'est plutôt en pariétal ou en temporal. D'accord ? Donc sur le côté. Du coup, le fait que ce soit bien dissocié, ça va aider les algorithmes à apprendre. Donc on leur a demandé de faire ça. Et de quoi on s'est aperçu que, bon là je vais vous épargner les détails, mais en gros on s'est aperçu que, leur performance était très corrélée à leur
habiletés, ce qu'on appelle les habiletés spatiales. Les habiletés spatiales, c'est la capacité qu'ont les gens à imaginer à se créer une image mentale d'une forme et de la transformer, de la faire tourner dans leur tête. D'accord? En général, les filles, on est hyper nuls à ça. Les garçons, en général, vous êtes largement meilleurs. Mais les filles qui font des études d'ingénieur sont en général meilleures que les autres filles. Donc, vous êtes sauvés. Deuxième chose, de quoi on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un modèle. Donc, on a fait une petite régression linéaire. Et on a sorti ce modèle qui montre que, en gros, les gens qui sont très anxieux et peu autonomes arrivent moins bien que les autres à apprendre à se servir d'une interface serveur-ordinateur, mais aussi que les gens qui avaient des abstractness, c'est les capacités d'imagination, si vous voulez, d'abstraction. Donc ces gens qui avaient de fortes capacités d'abstraction, ils y arrivent bien. Et enfin, ceux qui sont plutôt des apprenants actifs que réflectifs, y arrivent bien. Apprenants actifs, ça veut dire que c'est les gens qui aiment apprendre en faisant, et les réflectifs, c'est ceux qui préfèrent apprendre en pensant. D'accord? Et un résultat que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Donc ici, comme ça, il n'est pas très sexy, mais en vrai, il est très bien. Donc vous avez tous les participants. Ici, j'ai séparé les hommes et les femmes parce que les performances de rotation mentale et donc les habiletés spatiales sont très différentes. Vous voyez, la moyenne chez les femmes, elle est à 19 sur 40. La moyenne chez les hommes est à 29 sur 40. Donc il y a quand même une sacrée différence. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, on a utilisé notre modèle que je vous ai présenté juste devant pour prédire les performances des gens. Et en gros, à chaque fois, on les a bien prédites, sauf pour 3 personnes. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et ce qui est très intéressant, c'est que le modèle a surévalué leurs performances à ces personnes-là. Et il les a surévaluées. Et quand on regarde là, on voit que ces personnes avaient des très faibles performances d'habileté spatiale. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que le modèle, il est correct, sauf quand les personnes, elles ont vraiment des habiletés spatiales pourries, eh bien ça va diminuer leur performance. D'accord? Donc ça, c'était la première chose. Du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ok, on a une corrélation entre habileté spatiale et performance en BCI. Maintenant, est-ce qu'on a un effet causal? C'est-à-dire, est-ce que si, imaginons qu'on augmente les capacités les habiletés spatiales des gens, ce qu'on sait faire avec un entraînement, est-ce que ça va aussi augmenter leur performance en BCI? Donc ça, c'est notre prochaine étude que Suzy va mener du coup. Voilà, donc je vous passe les détails, mais en gros, on a plein d'exercices rigolos comme ça, plus ou moins, où vous avez des formes en 2D ici, en 3D là, et les gens doivent trouver parmi les 4 qui sont en bas, lesquelles 2 correspondent à celles d'en haut. Ok? Pour moi, c'est un calvaire de faire ces exercices, puisqu'il faut que je vérifie à chaque fois que je crée, parce que je le fais sur informatique, il faut à chaque fois que je vérifie si ça a mis les bonnes réponses, et à chaque fois, je passe bien 5 minutes à essayer de tourner ma tête pour trouver lesquelles sont les bonnes. Donc c'est très difficile. Et donc ça, voilà, ce point, je voudrais rester un peu dessus parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes. C'est que, comme application, on a imaginé d'appliquer ça à la réhabilitation post-AVC. Alors, pourquoi? Je ne sais pas si vous connaissez, enfin j'espère pas pour vous, des personnes qui ont fait un AVC. Ce qui se passe, c'est que souvent, après l'AVC, ils ont des séquelles motrices. D'accord? Donc ils vont perdre l'usage d'un membre, souvent d'un bras. Ok? Les techniques de réhabilitation, de rééducation, si vous voulez, classiques, on va demander à ces personnes de faire le mouvement. D'accord? Et en faisant ce mouvement, ou en imaginant qu'ils sont en train de faire ce mouvement, ça va faire jouer la plasticité synaptique, c'est-à-dire, en gros, vous avez une zone, je vais parler vulgairement, mais en gros, vous avez une zone qui est un peu cramée, eh bien, on va essayer de reconstituer les réseaux de manière à refaire communiquer les neurones entre en dehors de cette zone. D'accord? Donc, en général, on demande aux gens de faire les mouvements. Sauf que des fois, il n'y a pas de mouvement résiduel. Donc, le thérapeute demande à la personne de faire un mouvement avec son bras gauche, mais il voit rien. D'accord? Il ne peut pas savoir puisqu'il n'y a pas de mouvement résiduel, donc la personne ne peut pas bouger. Ici, les BCI, ça peut être super utile parce qu'en gros, on met un casque G, on utilise une BCI qui permet de savoir quand est-ce que les zones motrices vont être activées. D'accord? Donc, si vous avez une activation du cortex moteur droit, vous pouvez vous dire « Ah, là, il est en train d'imaginer le mouvement ou de faire le mouvement. » D'accord? À ce moment-là, vous pouvez donner un retour tactile, enfin, par exemple, une électrostimulation qui va faire croire au cerveau que vous avez bougé et du coup, va aider à récupérer. D'accord?
Donc ça, c'est super bien. Sauf que, psychologiquement, quand vous demandez à des gens qui ne peuvent plus bouger, quand vous leur demandez tous les jours, allez, vas-y, bouge ton bras, sauf qu'il ne peut pas bouger, souvent, ça a un effet néfaste sur leur psychologie, parce que déjà, ils ont tendance à être dépressifs, et donc là, ça peut augmenter leur état dépressif. Donc l'idée qu'on a, c'est, ok, si les habiletés spatiales, ça a vraiment un poids, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, plutôt que demander de faire des tâches motrices comme ça, demander aux personnes de faire des exercices comme celui qu'on a vu avant, des exercices un peu rigolos de rotation mentale. On sait que ces exercices-là activent aussi le cortex moteur. Donc on va faire travailler, si vous voulez, le cortex moteur grâce à ces exercices. Et une fois que les personnes retrouveront un petit peu de mobilité, à ce moment-là, on recommencera à leur demander de bouger leurs membres. Ok? Alors, du coup, l'autre truc, je vais passer très très vite sur celui-là. En gros, je vous ai dit qu'il y avait un impact de la personnalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les gens très anxieux et peu autonomes, ils ont du mal à se servir des interfaces cerveau-ordinateur. Et les gens qui ont des bonnes capacités d'imagination, ils y arrivent bien aussi, mais ceux qui ont de faibles capacités d'imagination ou d'abstraction, c'est-à-dire la capacité de faire des tâches qui sont abstraites, ils vont y arriver moins bien. D'accord ? Donc nous, notre idée pour remédier à ça, c'est de proposer ce qu'on appelle des compagnons d'apprentissage. En gros, ça a été déjà montré dans la littérature pour d'autres apprentissages à distance. Est-ce que vous connaissez les MOOC? Vous connaissez les MOOC? Vous connaissez le e-learning, etc. En gros, vous êtes tout seul face à votre ordinateur et vous apprenez grâce à un tutoriel qui est affiché sur un écran. Eh bien, dans le domaine de l'apprentissage à distance en général, qui comprend les MOOC, le e-learning et plein d'autres choses, il a été montré que les gens qui sont anxieux et peu autonomes, ils ont du mal à apprendre, d'accord? Parce qu'ils se retrouvent seuls face à un ordinateur alors qu'ils ont besoin de présence sociale pour apprendre. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est un compagnon d'apprentissage qui va être là, donc en gros ce sera un mix entre Toby et TG, qui va être là d'une part pour fournir une présence sociale et un soutien émotionnel aux apprenants, et d'autre part pour ceux qui ont du mal à imaginer des tâches abstraites, fournir ce qu'on appelle un soutien cognitif. Donc l'idée c'est en fait d'afficher leur activité cérébrale et de les aider à apprendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. En affichant l'activité cérébrale, on va concrétiser le problème, d'accord? Parce que quand vous faites juste de l'imagerie mentale, vous n'avez pas de retour sur ce que vous êtes en train de faire. C'est difficile d'avoir une perception concrète des tâches que vous êtes en train de faire. Grâce à cet affichage de l'activité cérébrale, on concrétise un petit peu les tâches. Si vous avez plus de questions sur ça, je pourrais revenir dans des échanges après. Alors, là, du coup, je pense que je vais vous épargner parce que ça va être trop long. En gros, je vais juste parler de la dernière partie. Hop. Donc, la dernière partie, en gros, on a voulu chercher à connaître un peu l'impact qu'avait le protocole, d'accord, sur l'apprentissage. Vous savez, cet protocole pourri avec les flèches et les barres, d'accord? On a voulu savoir, ok, c'est bien de dire théoriquement ça devrait pas marcher, mais est-ce qu'on est sûr que ça marche pas? Donc, pour être sûr, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce protocole et qu'on s'en est servi pour apprendre des tâches très très simples à des gens. En gros, si la flèche allait vers la gauche, il devait dessiner des cercles sur une tablette, et si la flèche allait vers la droite, ils devaient dessiner des triangles. Et leur but, c'était d'apprendre la bonne stratégie pour faire ça. C'est-à-dire, il fallait trouver la bonne taille du triangle et du cercle et la bonne vitesse d'exécution. D'accord? Donc, a priori, une tâche très simple. Sauf que, avec le feedback qu'on leur donnait, avec ce protocole, il y a plus de 17% des gens qui n'ont pas réussi à faire cette tâche. Et donc, on s'est dit, ok, là, il y a quand même un problème, parce que normalement, tout le monde était capable, au niveau moteur et au niveau cognitif, de comprendre la tâche et de la réaliser. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit qu'en fait, le feedback était difficile à comprendre, à interpréter. Donc, on a testé un nouveau feedback que j'ai pas le temps de vous montrer maintenant, mais c'est pas grave. En gros, au lieu de donner un retour à l'écran, avec des barres, comme ça, une barre, la barre à gauche veut dire que le système a reconnu le mouvement de la main gauche, barre à droite, mouvement de la main droite. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un retour tactile, c'est-à-dire que si vous allez me dire, mais c'est hyper simple, mais enfin voilà, c'est quand même ce qu'on a fait. Si le système pensait que la personne était en train d'imaginer un mouvement de la main gauche, on lui mettait des vibrations à gauche. Main droite, on lui mettait des mouvements à droite, d'accord? Et ça, on a montré que ça permettait aux gens d'apprendre plus facilement, d'accord? Donc, dernière étude que je veux vous montrer, c'est une fois qu'on a montré que effectivement ça permettait d'apprendre plus facilement, d'avoir ce retour tactile, d'accord, plutôt que visuel,
on s'est demandé pourquoi est-ce que ça leur permet d'apprendre plus facilement. Et donc en gros, ce qu'on s'est dit, c'est que le fait d'avoir ce retour tactile, ça allait augmenter la cohérence entre la tâche et le feedback. D'accord ? Donc là, je vais partir dans des notions de psychologie, mais en gros, cette augmentation de la cohérence entre la tâche et le feedback, ça va augmenter votre notion de contrôle. Et cette notion de contrôle, ça s'appelle le sense of agency. Sense of agency pour le sentiment d'être agent de l'action. D'accord ? Donc ça, il faut que vous le gardiez en tête. Une deuxième chose qui augmente les performances en BCI, c'est le fait de fournir aux apprenants, de les tromper en leur fournissant un feedback qui est en fait meilleur que ce qu'ils font vraiment. C'est-à-dire que s'ils sont un peu mauvais, on leur fait croire qu'ils sont bons. Et en fait, ça aussi, ça marche mieux. Et bien là aussi, on s'est dit, mais ça aussi, c'est lié à la notion de contrôle, au sense of agency. C'est-à-dire que si vous leur donnez un feedback qui est biaisé, positivement, ça va augmenter leur impression de contrôle. Ils vont donc s'impliquer plus dans la tâche et avoir au final de meilleures performances. D'accord ? Donc là, vous pouvez vous dire, ouais, ok, tout ça c'est de la psychologie, pourquoi est-ce que concrètement ça marcherait ? Bien, ce qui est intéressant, c'est que ce sense of agency, quand vous avez un haut sense of agency, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une activation de votre cortex moteur. Et en fait, votre cortex moteur, c'est aussi ce qui est activé quand vous imaginez main gauche, main droite. Et donc, vu qu'il va être plus activé, on peut imaginer qu'il va y avoir une augmentation de la discriminabilité, c'était trop long pour moi, cette discriminabilité entre les tâches. D'accord ? Ce qui va permettre d'augmenter les performances du système. Donc là aussi, je suis peut-être allée un peu vite, mais s'il y en a qui veulent plus d'explications plus tard, je pourrais leur en donner. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'une hypothèse qu'on a testée. Et donc, qu'il faut que j'analyse les résultats quand j'aurai le temps. Voilà. Ok, donc là, j'ai presque fini. Juste à la fin, pour terminer, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ok, donc tout ça, c'est ma thèse, en haut. Je me suis dit, c'est quand même dommage de laisser tous ces trucs, un par un, parce que pour que ça marche, il faut quand même rassembler les choses. Et donc, pour rassembler, c'est ce que je vais faire cet été à Montréal, quand je vous ai dit que j'allais me promener pendant 1 mois à Montréal. Le but, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle un système tutoriel intelligent. Donc, un système tutoriel intelligent, c'est un peu comme un tuteur, comme vous avez sur Internet. Donc, un apprentissage à distance, encore une fois. La spécificité, c'est qu'il s'adapte au profil de la personne. D'accord ? Donc, la spécificité, c'est qu'on va mesurer en gros, avec des petits tests, des petits questionnaires, on va chercher à comprendre quel est votre profil, comment vous aimez apprendre, quelle est votre personnalité. Et à partir de ça, on va sélectionner des exercices qui sont mieux pour vous aider à apprendre. Et au fur et à mesure, on va suivre l'évolution de vos compétences pour savoir si on augmente la difficulté ou qu'on la baisse, etc. Ok ? Et bien là, nous, on veut faire un tel système, un STI, système tutoriel intelligent, pour les interfaces serveur-ordinateur. Donc l'idée, c'est qu'on mesure l'activité cérébrale, qu'à partir de questionnaires et de l'activité cérébrale, on va pouvoir faire avoir un modèle de l'apprenant, c'est-à-dire connaître son profil et son état, l'état dans lequel il est. On revient à la charge mentale, vous vous rappelez, la charge mentale, c'est il a besoin de beaucoup de concentration ou bien si c'est trop facile pour lui. Et grâce à ça, on va avoir un module qu'on dit expert qui va nous permettre, qui va contenir plein de sortes d'exercices différents. Et enfin, le tuteur qui, à partir du profil, du modèle de l'apprenant et des exercices disponibles, va choisir les bons exercices de manière à optimiser l'apprentissage. Ok ? Donc ça va pas être fait en une nuit, ça va être quelque chose de hyper gros. Pour l'instant, on veut juste faire une architecture un peu conceptuelle d'un tel modèle. Voilà, donc j'ai presque fini. Du coup, tout ça, je le fais évidemment pas toute seule. Donc voilà, j'ai un petit clin d'œil à toutes les personnes qui ont travaillé ou qui vont travailler avec moi. Et donc, pour conclure, en gros, si j'avais 2 mots à dire, je n'ai pas trop préparé ma conclusion, mais en gros, le doctorat, même après un parcours ingénieur, je pense que ça peut être très enrichissant si vous aimez cette espèce de liberté et si vous aimez être créatif et si vous aimez voyager, rencontrer des gens, ça peut être super enrichissant pour vous. Mais il y a toujours 3 principes à garder en tête à mon avis. Le premier, c'est vraiment les personnes avec qui vous allez travailler et donc le ou les directeurs. C'est pour moi vraiment le truc primordial avant le sujet. Parce que le sujet, il peut évoluer. Les directeurs, souvent, c'est difficile. Donc, il vaut mieux bien s'entendre
avec eux. La deuxième chose, c'est l'environnement de recherche. Parce que pour pouvoir faire beaucoup d'expériences, pour avoir du matériel, pour pouvoir avoir une certaine liberté d'expression et tout ça, il faut être dans un environnement qui nous le permet, autant humainement que financièrement. Donc c'est la deuxième chose à prendre en compte. Et bien sûr, la troisième, il faut que ce soit un domaine qui vous plaît et que le sujet vous plaise. Et bien entendu, si vous êtes dans un environnement avec un encadrement qui sont super, comme c'est le cas pour moi, eh bien votre sujet pourra évoluer avec vous. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je pense que les deux autres sont les plus importants. Et si jamais vous êtes intéressé par les BCI, eh bien, n'hésitez pas à me contacter et à venir visiter le labo ou quoi. On fait souvent des petites visites ou quoi, donc ce sera avec plaisir. Et donc voilà, pour terminer, je voulais vous remercier et vous montrer un petit Potiop qui est fier de lui. Voilà. Merci. On va pouvoir passer à la phase de questions. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Il y a encore un peu de temps pour poser des questions. Oui. Le modèle à STI pour personnaliser le mode d'apprentissage en fonction des gens et de leur aptitude à apprendre, Ouais. Est-ce que ça serait possible, si vous arrivez à développer, de les appliquer avec les MOOC et compagnie? Ouais, alors en fait, il y a déjà des STI qui existent dans beaucoup de domaines, notamment les mathématiques. Et alors en général, c'est pas fait avec des MOOC parce que c'est pas une vidéo d'un prof, puisque c'est plus compliqué à adapter. Mais en général, c'est fait avec des petits exercices. Donc par exemple, il y en a un très simple qui existe pour apprendre les divisions aux enfants, où le fait que ce soit plutôt en visuel, c'est-à-dire plutôt avec des images, des pictogrammes, ou plutôt avec du texte, ça va être adapté, tu vois, au profil de l'enfant. Et après, l'augmentation de la difficulté va être dépendante de ça fait que l'enfant, avant de commencer les exercices, il doit répondre lui tout seul. Alors, ouais, alors ça, c'est avec les enfants, c'est assez compliqué. Donc, soit il y a des tests, ce qu'on appelle des tests psychométriques qui sont appliqués. Donc, les gens peuvent répondre à des questionnaires. Soit pour les enfants, il y a des méthodes plus écologiques, c'est-à-dire plus transparentes pour lui, qui peuvent être utilisées et dans lesquelles il va faire des genres de jeux qui vont permettre de repérer son profil. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est pas grave, mais ah ouais, je vais prendre dans 2 secondes. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou quoi, si jamais il y a des questions qui viennent plus tard. Je t'écoute. Vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui avaient des AVC, notamment des personnes hémiplégiques, sinon alors, pas forcément hémiplégique, mais avec un membre en tout cas touché, oui. Donc vous n'avez pas testé effectivement le système sur les personnes qui ont des pathologies aussi lourdes. Et du coup, est-ce que ça améliore grandement sur la rééducation, la thérapie, est-ce que ça améliore grandement la rééducation? Oui, alors, du coup, il y a plusieurs cas. Il y a les personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral ou autre, un traumatisme crânien qui les a rendus, qui a impliqué un handicap physique, et il y a les personnes qui ont eu ce handicap depuis toujours. Pour les personnes qui ont eu ce handicap depuis toujours, il y a beaucoup moins de neurones qui sont alloués aux aires motrices, puisqu'ils ont moins l'habitude de se servir de ce membre. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez la notion de plasticité synaptique. En gros, ce qui se passe, c'est que dans le cerveau, vous avez plein de neurones avec plein de connexions, et qu'en gros, au fur et à mesure, quand vous apprenez, quand vous faites du sport, de la musique, quand vous apprenez n'importe quoi, ce qui se passe, c'est que certaines connexions qui sont utiles vont être renforcées, et celles qui sont inutiles, qui ne sont pas utilisées, vont être au contraire plutôt délaissées, si vous voulez. Donc pour les personnes qui ont toujours eu un handicap, l'utilisation d'interface cerveau-ordinateur, je suis pas sûre, je suis pas experte, mais il me semble que c'est moins efficace. Par contre, pour les personnes qui ont un handicap depuis peu, même si c'est un handicap lourd, les interfaces cerveau-ordinateur peuvent réellement aider, surtout quand qu'elles permettent d'avoir un retour sensoriel. Parce que je ne sais pas si vous connaissez la boucle sensorimotrice. En gros, c'est le fait de penser un mouvement, de le faire, d'avoir un retour sensoriel, visuel et haptique, si vous voulez, et ensuite qui est perçu par le cerveau, d'accord? Donc ça fait une boucle fermée. Quand vous faites juste de l'imagerie motrice, ou quand vous êtes hémiplégique, que vous ne pouvez plus bouger un membre, cette boucle, elle est rompue. C'est-à-dire que vous avez conscience que vous êtes en train de faire le mouvement,
Donc vous envoyez la commande motrice, mais vous n'avez plus ce retour sensoriel. Et donc les BCI, ça permet vraiment de coordonner le moment de l'imagination, le moment de réalisation du mouvement avec le retour sensoriel qui est proposé. Et grâce à ça, on va avoir une boucle fermée qui va être cohérente. Et ça favorise énormément la plasticité synaptique. Ça a répondu à ta question? Oui. Et du coup, il y a notamment, si pour le futur, il y aura peut-être de condenser plus le système et de l'intégrer sur des plateformes. Enfin, il existe des centres de rééducation. Voilà, je ne sais pas si c'est destiné complètement. Ouais, alors en fait, ce qui se passe pour l'instant, j'espère que cette vidéo ne sera pas vue par certaines entreprises, mais en gros, il y a 2 types de casques qui existent. Il y a les casques de type médical, ceux qu'on utilise, qui sont très performants, qui permettent de mesurer correctement l'activation des zones motrices et donc qui permettent de faire ce type de rééducation. Le petit souci avec ces casques, c'est que ça coûte extrêmement cher. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tous les câbles que vous avez vus là, avec toutes les électrodes. Bien, pour ce casque, chaque électrode, ça représente 100 €. Je ne sais pas si vous vous rappelez les 2 boîtiers que vous avez vus au tout début de la vidéo, avec les points orange, etc. Chacun de ces boîtiers, c'est presque 20 000 €. Du coup, ça représente un budget énorme qui n'est pas affordable, qui n'est pas dans les moyens des centres de rééducation ou même des personnes elles-mêmes. Il y a des casques EEG qui sont, que les personnes peuvent s'offrir à quelques centaines d'euros, qui sont souvent des bandes ou des trucs un peu sexy comme ça, là, avec des petits points, voilà. Alors ça, par contre, pour mesurer l'activité motrice, c'est 0, d'accord? Vous avez souvent des électrodes qui sont surtout là et surtout là, c'est-à-dire partout où vous avez des muscles. Or, les muscles, ils sont par-dessus le crâne. Et du coup, à chaque fois que vous bougez, l'activité électrique qui est générée est vachement plus importante que l'activité de vos neurones. Donc, en gros, à peine vous bougez, on ne peut plus du tout voir votre activité cérébrale. Et en plus, ces casques-là, souvent, ils prennent ici et ici, alors que l'activité cérébrale pour les aires motrices, elle est plutôt là. Alors, bien sûr, on peut bouger un petit peu le truc. Mais bon, pour l'instant, ces casques-là ne sont pas assez performants. Il y a un nouveau système qui vient de sortir qui s'appelle OpenBCI, qui est basé sur un Arduino, je ne sais pas si vous connaissez un peu Arduino, avec des électrodes qui est beaucoup moins cher et qui semble être performant. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour justement rendre plus accessibles les technologies. C'est d'ailleurs un gros point, parce que je ne vous ai pas du tout parlé d'éthique ce soir, mais les interfaces serveur-ordinateur, c'est associé à plein de considérations éthiques qu'il faut prendre en compte. Donc notamment le fait qu'on mesure l'activité cérébrale de gens, quand même, c'est quelque chose d'assez personnel, etc. Et il y a aussi l'accessibilité des technologies. C'est-à-dire que pour l'instant, on développe des technologies avec un fauteuil roulant, etc. C'est complètement hors de portée de quasiment toutes les personnes qui en auraient besoin. Donc c'est aussi une chose à développer. Peut-être une dernière question? C'est pour savoir si votre système peut aussi circuler aux personnes qui ont perdu des membres, par exemple. Oui. Alors ça se fait, c'est ce qu'on appelle des neuroprothèses. Donc pour les personnes qui ont été amputées, donc il y a plusieurs solutions. Soit la personne a été amputée très récemment, on peut brancher la neuroprothèse directement au niveau des nerfs, ce qui est le plus efficace, qui permet vraiment des choses qui marchent le mieux. Si c'est plus ancien ou que les nerfs sont trop abîmés, on peut juste brancher la neuroprothèse et la connecter au cerveau. D'accord ? Après, il y a différentes mesures, techniques de mesure de l'activité cérébrale. Donc si on prend un casque EEG juste, qu'on pose à la surface du crâne, ça va être très grossier. Donc en gros, schématiquement, ça va permettre aux gens d'ouvrir et fermer la main. Si vous allez un petit peu plus profond, que vous ouvrez la boîte crânienne, mais que vous posez juste une plaque d'électrode à la surface du cortex, ici, ça va être déjà beaucoup plus précis. Vous allez pouvoir peut-être peut-être voir un peu plus les mouvements des doigts, d'accord ? Après, pour être super précis, il va falloir aller carrément en invasif, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous voulez voir une vidéo sur ça, il y a Laurent Bougrin de l'Université de Nancy qui a une vidéo INRIA sur ça. AIN pour Bougrin. Alors, cette conférence est maintenant terminée. On remercie encore Camille d'avoir présenté cette conférence.